Maintenant, on va avoir des questions de sélection de prototypes. Dans le fond, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu qu'avec les cas plus proches voisins, avoir une très grande quantité de données, avoir n qui tend vers l'infini de données, nous permet d'avoir des algorithmes pour le classement qui tendent vers des performances optimales en termes de bon classement parce qu'on fait une approximation, quand même une estimation assez juste de la véritable densité des données. Cependant, avec n tend vers l'infini, de façon pratico-pratique, les temps de traitement, les besoins en stockage vont être faramineux. On ne peut pas penser stocker une quantité infinie de données, on ne peut pas penser même en acquérir une quantité infinie, puis en traiter une quantité infinie pour chaque instance qu'on veut traiter, qu'on veut classer. Donc, il y a un compromis à faire entre les deux. Euh, puis aussi, ce qu'on sait, c'est que selon la position dans l'espace, la densité des données peut varier, à savoir qu'il y a certaines positions où on peut être près des frontières de décision. Et donc là, c'est important, près des frontières, d'avoir nos données pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais loin des frontières, dans des régions où toutes les données sont de la même classe, donc les cas plus proches voisins vont être tous de la même classe, où il y a une densité qui peut être un peu variable, peut être très élevée, mais très uniforme, ou plus éparse et quand même très uniforme aussi. On peut retirer ces données-là. C'est des données qui ne sont pas contributoires en termes de classement. Donc, loin des frontières de décision, on peut penser réduire la densité grandement, d'avoir seulement ce qu'il faut pour avoir, oui, un classement assez clair, que les cas plus proches voisins dans cet espace-là vont être de la même classe, mais qu'on n'a pas besoin d'en avoir de grandes quantités. On peut aussi, on veut aussi retirer ce qu'on appelle des données aberrantes ou bruitées, dans le sens que c'est des données qui sont, qui sont dans une région où ils sont minoritaires, où ils sont isolés finalement. Donc, peut-être qu'il y a des données qui sont légitimes dans cette région-là, mais sont si peu fréquentes que ça n'impacte pas la décision en termes de généralisation, ou elles sont tout simplement très bruitées, donc elles peuvent induire donc une décision erronée lorsqu'on utilise une approche avec un seul voisin, le plus proche voisin ou un cas petit. Et donc, on pourrait les retirer. Puis en les retirant, on va retirer donc ce bruit-là de nos données pour avoir finalement possiblement de meilleures performances. Donc, ce qu'on veut faire, ce qu'on voudrait faire, c'est de retirer, de faire ce qu'on appelle une sélection de prototypes où on retire des données qui ne sont pas utiles ou qui sont aberrantes, tout en faisant, on l'espère, une approximation des frontières de décision qui vont être très bonnes. Donc, on va préserver autant que possible la performance en termes de classement, tout en réduisant la quantité de données utilisées dans notre banque d'entraînement. Donc, une première approche qu'on peut prendre pour faire ça, c'est ce qu'on appelle la condensation de Hart. Donc, l'idée ici, c'est de sélectionner seulement les données qui contribuent au classement. Donc, on va regarder ce qui est contributoire et on va le faire par une construction qu'on dit incrémentale. Donc, on va construire un ensemble de prototypes en ajoutant seulement ce qu'on a besoin. Puis cet algorithme-là, on dit que c'est une heuristique. Donc, quand on parle d'heuristique, on parle de méthode qui n'est pas nécessairement une méthode qui est la meilleure méthode, qui est construite avec des bases solides au niveau mathématique, informatique. C'est plus une méthode qui fait un bon travail, qui est intuitive, qui fait, comme on dit en anglais, un travail qui est good enough, qui est suffisamment bon pour aller sélectionner donc finalement des prototypes qui devraient nous aider à bien performer. Et donc, l'approche suivie pour la condensation de Hart, c'est de démarrer avec un ensemble quasiment vide de prototypes. Donc, à vrai dire, on prend une donnée choisie au hasard dans chacune des classes qui nous intéressent, chacune des classes qu'on a à traiter. Si on a 5 classes, on prend 5 données pour démarrer. Et après ça, on va ajouter les données qui sont mal classées. Donc, on va prendre le plus proche voisin de chacune des données qui restent, puis on va regarder quelle est la classe du plus proche voisin. Et si ça ne correspond pas, si le plus proche voisin est d'une classe différente de la donnée qu'on a choisie, bien, on va ajouter la donnée. Mais si le plus proche voisin est de la bonne classe, ça veut dire que c'est redondant, que le plus proche voisin dans cette région-là est le même, fait qu'on peut ne pas conserver la donnée, on peut la laisser de côté. Puis là, ça, on va répéter ça. Dans le fond, on va répéter tant qu'il va y avoir des données qui sont mal classées. L'idée, c'est qu'on veut que notre ensemble d'entraînement soit parfaitement bien classé. Donc, on veut avoir un taux d'erreur de 0, mais en ne conservant que les données qui sont nécessaires pour atteindre ce classement-là. Donc, l'algorithme, plus précisément,
correspond donc à créer un ensemble de prototypes à partir de données choisies aléatoirement, une donnée par classe. Cet ensemble de prototypes-là, on va l'appeler Z. Puis ensuite, on va répéter tant que Z n'est pas modifié. Donc, on va itérer tant qu'on modifie Z en continu. Donc, mais lorsqu'on fera une itération où Z ne sera pas modifié, on s'arrête. Donc, on va dire pour chaque donnée qui reste dans X, parce que X, il va réduire au fur et à mesure qu'on ajoute des données dans Z, on les retire de X. Donc, pour chaque donnée de X, et là, on va les traiter dans un ordre aléatoire. Ça, c'est important. Puis c'est également pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une heuristique. Donc, il y a une certaine aussi stochasticité. On les traite dans l'ordre aléatoire, puis c'est important que ça soit aléatoire parce qu'on pourrait avoir des mauvaises séquences qui nous induisent en erreur. Donc, en randomisant un peu l'ordre de traitement, on s'assure qu'on évite des mauvaises séquences. Puis, de toute façon, si on fait une mauvaise séquence à une itération, on va avoir une autre séquence dans l'itération qui suit qui va nous permettre de faire l'ajustement. Et donc là, on va déterminer le plus proche voisin de xt. Donc, on est en train d'itérer au travers des données xt dans x. Donc, on va prendre le plus proche voisin dans z, qu'on va appeler x'. Donc, x', c'est le plus proche voisin selon une distance euclidienne dans l'ensemble z ici. Et on va regarder l'étiquette de x'. Puis on dit si l'étiquette de x', qu'on appelle R', ne correspond pas aux vraies étiquettes de xt, bien là, on dit que xt est mal classé par son plus proche voisin. Fait qu'on va ajouter xt à z. Fait que z va augmenter par xt directement. Puis, donc, je dis qu'on le retire de x. On peut conserver nos données dans x. De toute façon, lorsque la donnée x est dans z, elle est très bien classée par son plus proche voisin dans z parce qu'elle est elle-même disponible dans z. Fait que donc, directement, le classement par soi-même, ce n'est pas un problème. Et donc, à la fin, lorsqu'on va avoir itéré jusqu'à temps qu'on obtient un ensemble Z qui ne varie pas, on va retourner Z comme étant l'ensemble des prototypes sélectionnés. Donc, c'est Z maintenant qu'on va utiliser. Et Z, c'est un sous-ensemble de X. Et c'est l'ensemble des données qui nous semblent nécessaires pour classer X parfaitement, mais sans avoir de redondance inutile, qui nous semble inutile. Maintenant, il y a une autre heuristique qu'on appelle l'édition de Wilson. Donc, l'édition de Wilson, elle ne fait pas la même chose. C'est une heuristique également. Donc, c'est une méthode pour laquelle on n'a pas, qui ne nous garantit pas d'avoir le meilleur résultat possible, mais qui fait un travail suffisamment bon. Et là, avec l'édition de Wilson, ce qu'on veut faire, c'est de retirer les données qui sont mal classées selon un livre OneOut. Donc, ça, c'est plus de tester la cohérence dans les données qu'on a sous la main. Et donc, l'intérêt de Wilson, c'est que ça permet d'éliminer les données que l'on croit aberrantes ou brutées. Donc, si une donnée est incohérente, par exemple, si on fait ça avec un certain nombre de voisins en livre OneOut, il s'avère qu'une instance est incohérente avec les autres autour d'elle, on va l'éliminer. Donc, parce qu'on croit que c'est une donnée qui est brutée. Et donc, l'édition de Wilson, on crée un ensemble de prototypes où là, on part avec toutes les données. Donc, au contraire de Hart, où on construit, où on ajoute au fur et à mesure les données dans Z, là, avec Wilson, on part avec tout X, puis on va retirer ce qui nous semble être problématique. Et donc, pour chaque donnée de X dans Z, qu'on va traiter dans l'ordre aléatoire, encore une fois, l'ordre aléatoire est important parce que ça nous assure qu'on ne tombe pas sur des mauvaises séquences qui pourraient, par exemple, être problématique, mais seulement du fait de la façon dont on suit la séquence. Des fois, on peut avoir une mauvaise séquence par malchance, mais on devrait s'en sortir, alors que si on ne randomise pas, c'est typique, par exemple, d'avoir des données qui sont ordonnées avec toutes les données d'une classe au début et toutes les données d'une autre classe à la fin. Mais si on fait ça comme ça, si on applique Wilson en voyant toutes les données de la classe 1 au début, puis après ça, toutes les données de la classe 2 par la suite, mais ça va être déséquilibré, puis possiblement qu'il y a une classe qui va être favorisée par rapport à l'autre. Similairement pour Hart. Donc, c'est important de faire un traitement en ordre aléatoire. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les cas plus proches voisins de xt dans Z. Donc, on va dire on prend les cas plus proches voisins dans Z, mais moins le xt. Donc, on fait du leave one out dans le sens qu'on va regarder c'est quoi les cas plus proches voisins dans Z, mais pas par rapport à lui-même. Puis cet ensemble-là de V, des cas plus proches voisins en leave one out, on va regarder c'est quoi l'étiquette de classement
majoritaire. Donc, on va regarder vers quoi on vote. Puis là, on va comparer donc le vote des cas plus proches voisins en livre Voinard de XT versus l'étiquette de XT. Puis si ça ne correspond pas, si le vote des cas plus proches voisins est différent de la véritable étiquette, on va retirer X. On va dire que X, finalement, est possiblement aberrant ou bruité. Et donc, on le retire parce qu'il est incohérent avec les autres données. Donc, ça va faire vraiment un filtrage de ce qui nous semble ne pas fonctionner, ne pas être cohérent dans le jeu de données. Donc, on voit que Wilson, c'est quand même une approche un peu opposée à Hart, où à Hart, on part avec un ensemble vide et on construit, alors que Wilson, on part avec l'ensemble complet et on retire ce qui semble être problématique. Et donc, c'est ça. Donc, Z, c'est le résultat des prototypes qui sont sélectionnés par l'édition de Wilson. Donc, on peut aller plus loin que ça. On peut aller vers ce qu'on appelle une sélection qui est plus agressive, où on va faire une édition de Wilson suivie d'une condensation de Hart. Donc, l'idée ici, c'est de filtrer. Donc, on va retirer les données aberrantes. Donc, on a un ensemble qui va être nettoyé, si on peut dire, des données aberrantes. Puis ensuite, on va le condenser. On va donc essayer de retirer seulement les prototypes qui nous semblent être pertinents. Donc, on va filtrer le X en éliminant d'abord les données aberrantes ou bruitées. Donc, on va retirer le bruit, puis ensuite, on va sélectionner les données qui sont contributoires, donc celles qui vont aider au classement par la condensation de Hart. Puis ça, le résultat est quand même, va réduire significativement le jeu d'entraînement vers quelque chose de très petit, mais il y a possiblement un prix à payer en termes de performance. Aussi, un autre point à noter, c'est qu'on ne fait pas l'inverse. Une condensation de Hart suivie d'une édition de Wilson, c'est une très mauvaise idée. Brièvement, c'est qu'en condensant, on va vraiment retirer beaucoup de données, puis chaque donnée va être importante. Puis là, il y a beaucoup de chances qu'il y ait de l'incohérence par rapport au cas plus proche voisin. Fait que la condensation de Hart va distiller beaucoup les données. Puis l'édition de Wilson va trouver que beaucoup de données sont incohérentes, fait va vraiment briser un peu le résultat de la condensation de Hart, puis ça va faire en sorte que ça sera vraiment pas intéressant. Les performances vont être très mauvaises normalement après l'application de Hart suivi de Wilson. On peut aller plus loin que ça. Donc, dans le fond, là, on a parlé de deux approches de sélection de prototypes. On peut carrément construire des prototypes, dans le fond, d'apprendre des prototypes synthétiques qui n'existent pas dans notre jeu de données pour capturer vraiment ce qui se passe. Et ensuite, appliquer les cas plus proches voisins dessus, c'est possible. Donc, ça, il y a différentes méthodes pour le faire. Entre autres, la méthode du Cummins, qui est une méthode d'apprentissage non supervisée. Puis là, on peut essayer de capturer cas, valeurs représentatives de nos données. Cummins, on va voir ça plus vers la fin de la session avec les approches d'apprentissage non supervisé. Un exemple qui illustre les mêmes données qu'on avait tout à l'heure avec le cas plus proche voisin, mais cette fois-ci sur l'application de l'édition de Wilson suivie de la condensation de Hart. Donc là, on a fait une édition de Wilson avec 3 voisins. Et donc ça, c'est les données qui sont en X, c'est les données qui ont été retirées. Fait qu'on voit quand même qu'il y a quelques données qui ont été retirées ici. Tout ça, c'est considéré comme étant les données qui étaient aberrantes. Donc, on peut voir tout ce qu'il y a ici. Là, j'en sûrement en oublié, mais il y a quand même plusieurs données. Puis on regarde ça, on dit oui, effectivement, ça semble être probablement des données qui étaient aberrantes. Puis ensuite, on a appliqué la condensation de Hart. Puis ça, c'est les carrés ici qui correspondent aux prototypes sélectionnés par Hart. Fait que là, on voit les carrés, c'est des choses comme ça ici. On voit qu'on a bien capturé les frontières, les données qui sont sur la frontière. Mais en arrière-plan, les données qui sont plus retirées, elles, n'ont pas été conservées. Donc, les ronds, en soi, c'est les données qui ont été éliminées. Similairement, un peu partout, qu'on voit pour les bleus, entre autres, qu'on a conservé ces données-là ici, qui semblaient être vraiment des données sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour déterminer les frontières. Mais tout ce qui est à l'intérieur ici, par exemple, ne semblait pas être contributoire et donc a été retiré par rapport à la condensation de Hart.